On ne peut que se réjouir d'avoir au programme cette année le Gargantua, qui est un texte fondateur de la littérature française, un texte particulièrement énigmatique. La Bruyère disait déjà que le texte de Rabelais est une énigme. Valère Novarina parle, lui, d'un texte lumineusement, enfin d'une lumineuse énigme. D'un siècle à l'autre, les choses n'ont guère changé, à l'image peut-être de son énigme finale aussi. Alors, ce Gargantua, c'est le texte le plus connu de Rabelais. Il fait la joie des anthologues, avec surtout d'ailleurs les passages sur l'éducation, sur la guerre, également, le passage d'Utopie. Un texte d'ailleurs qui est souvent expurgé. Je crois néanmoins une nécessité de le lire dans son intégralité. Il y a toute une série de réseaux de significations, d'échos qu'il faut absolument pouvoir mettre en place. Et il est évident que le fait de pouvoir avoir l'ensemble du texte cette année le permettra. Alors c'est un texte difficile. Il était très difficile déjà pour ses contemporains. Je rappelle que c'est une forme écrite totalement étrangère aux usages du temps même. Un texte où Rabelais a inventé son propre système orthographique, en partie aussi certaines règles grammaticales. Tout ceci d'ailleurs en relation avec ce que l'on avait au XVIe siècle, c'est-à-dire les premières grammaires, les premiers essais de codification pour mettre en place un illustre français. Et Rabelais, d'ailleurs, dans ce sens-là, est assez proche de ce qu'avait souhaité Dante auparavant, c'est-à-dire de retrouver un illustre italien, une sorte de panthère fabuleuse que l'on essaye de retrouver partout et qui fuit pour toujours. Donc un texte très difficile déjà pour les contemporains, peut-être même encore plus difficile, puisqu'il n'y avait pas toutes les gloses que l'on a ajoutées au texte de Rabelais. Donc je crois qu'il y a une nécessité de le lire à voix haute, et en cela, je pense qu'il faut reprendre justement, et peut-être que ce serait tout à fait intéressant pour les élèves de pouvoir mettre le texte en rapport avec donc le texte de Valère Novarina. Valère Novarina qui dit qu'il faut lire à voix haute, peut se soucier finalement des gloses, et comme il le dit, il faut faire le voyage oral avec lui, trouver comme il respire, chercher à le respirer, le rejouer. Il faut aussi voir que le Gargantua appartient à un cycle. C'est un ouvrage qui a été publié en 1534 ou 1535. On débat de la date, c'est pourtant très important. C'est le premier ouvrage dans la chronologie fictive, parce que, je le rappelle, et cela il faut bien l'avoir en tête, c'est le second ouvrage de création, puisque Rabelais avait déjà publié le Pantagruel en 1532, donc, et l'histoire des géants est poursuivie ensuite avec le tiers-livre, le quart-livre, et le cinquième livre qui est en fait un assemblage assez particulier de brouillons de livres antérieurs. Appartenance à un cycle donc dans le texte même, enfin ce texte même de Gargantua, donc un des 5 livres, mais aussi appartenance au cycle des chroniques gargantuines. Alors on appelle tout l'intérêt de regarder aussi les grandes et inestimables chroniques du grand et énorme, enfin du grand géant Gargantua. Invention première très mystérieuse, antérieure au Pantagruel, sur lesquels on s'est beaucoup interrogé, texte de folklore, ou plus sûrement, je le crois, création vraiment de clercs, création d'ailleurs assez ironique, de transposition burlesque de l'actualité. Alors je pense que ce qu'il faut mettre aussi en avant, c'est combien le texte de Rabelais est un texte protéiforme, qui peut inviter finalement à une multitude d'études, une multitude de sujets, de recherche, d'analyse. Il y a tout d'abord les masques de l'auteur. Je rappelle que jusqu'en 1542, l'ouvrage est donné comme jadis composé par l'abstracteur de quintessence,
et deviendra en 1542 par Met Alcofribas abstractor catescens. Donc il n'y a pas d'Alcofribas nazier dans le Gargantua, c'est seulement dans le Pantagruel. Il y a aussi beaucoup de choses à trouver sur les structures. Nous avons affaire à des narrations en chapitres pour un ouvrage qui se donne en fait comme une biographie. Je rappelle que le titre, c'est La vie inestimable du grand Gargantua, qui deviendra ensuite La vie très horrifique du grand Gargantua, mais c'est un texte donc, qui se donne comme une biographie, mais qui joue sur beaucoup de topoi du roman de chevalerie, se terminant d'ailleurs par le moniage, c'est-à-dire l'invention d'une abbaye. Je crois qu'il y a aussi des problèmes très intéressants donc, de genre, dans la mesure où Rabelais ne parle jamais de roman, mais parle d'histoire et parle ensuite de mythologie pantagruélique, d'ailleurs j'y reviendrai. Je crois qu'il y a aussi beaucoup à trouver, à s'interroger sur les problèmes de la fiction, sur les procédures de lecture. On a affaire aussi à un texte qui est d'une extrême complexité, bourré d'allusions, de références. On a un savoir perdu qui est retrouvé en partie, mais en partie seulement par l'érudition. L'érudition qui peut apparaître trop pesante d'ailleurs, parfois, d'innombrables gloses, sûrement dont se serait moqué Rabelais, mais que nous multiplions tous les uns et les autres. Un texte aussi très difficile car il s'agit d'une mise en scène de l'actualité la plus contemporaine de son temps. On a parlé dès le XVIe siècle d'une histoire déguisée du temps, et c'est ainsi que ses contemporains en faisaient la lecture. On a vraiment affaire à une chronique au jour le jour, et j'insiste vraiment sur ce point. On a une sorte de canard enchaîné avant l'heure, et il y a vraiment des phénomènes de cryptage qui sont exactement semblables, et je crois que ce serait intéressant aussi que les élèves puissent voir comment peut se faire le cryptage de l'actualité contemporaine, par exemple, dans ce type de texte. Alors, c'est l'actualité politique, bon, la lutte entre Charles Quint et François Ier, avec aussi bien sur le théâtre de l'Europe que sur le théâtre du Nouveau Monde, ça c'est important, il y a une condamnation de la colonisation par les Espagnols du Nouveau Monde. On a toute une lutte de l'entourage royal contre la Sorbonne, et avec, d'ailleurs, je rappelle dans un premier temps, les textes, on parlait de théologiens qui sont ensuite remplacés par les sophistes, et on a tout le bannissement du syndic de la Sorbonne, Beda et des théologiens, en rapport d'ailleurs ceci avec les protecteurs de Rabelais, qui étaient très impliqués dans ces affaires de Sorbonne. On a toute la vie intellectuelle du temps aussi, il y a Erasme qui est tellement présent derrière le Gargantua. On a également Marot, on a aussi tout l'humanisme allemand, la nouvelle rhétorique, également tout le monde des arts, je vais dire. Vous avez l'architecture contemporaine avec Thélème, des fouilles aussi, avec le jeu très intéressant des Ventreluches Antidotées qui joue sur l'invention du tombeau de l'or en Avignon. Vous avez aussi toute cette actualité religieuse donc de l'humanisme. Alors ça pose vraiment beaucoup de questions, parce que comment lire ce texte hors contexte politique, et il y a vraiment beaucoup à essayer de retrouver ce contexte, mais on ne peut pas non plus, c'est un champ immense, donc là il y a une sorte d'aporie. Comment lire finalement ce texte dont on a perdu les clés? Accepter des lectures diverses, justement, pour un texte qui est écrit visiblement pour plusieurs cercles. Je crois qu'il y a plusieurs cercles de destinataires, il y a les amis, il y a les humanistes, il y a le roi, il y a les protecteurs, il y a aussi le plus grand public, de cour également. On a aussi un personnage, par exemple, tel que Picrocole. Picrocole, dans le Chignonnais, c'est finalement Gaucher de Sainte-Marthe, le voisin avec qui Rabelais, enfin le père de Rabelais d'ailleurs avait été en procès, et donc une guerre homérique mais qui se passe dans le Chignonnais. On a bien évidemment derrière Picrocole la figure de Charles Quint. On a aussi la figure du colérique, le colérique dans la théorie des quatre humeurs, qui s'oppose au flegmatique
qu'est Gargantua, et Rabelais joue beaucoup en tant que médecin là, sur cette opposition. On a aussi des personnages, enfin derrière ce personnage, des personnages qui sont finalement ceux de la Nef des Fous de Sébastien Brandt, dans la traduction d'ailleurs qu'en avait donnée l'ami Boucher de Rabelais. Donc vous voyez une multitude finalement d'éléments de cryptage, sur lesquels on pourra revenir, une multitude certainement aussi de lecteurs, et ce ne sont pas finalement, je crois, des illusions ensuite de lecteurs modernes que de penser à des lectures plurielles, et je voudrais mettre en avant un texte très intéressant qu'on trouve dans la traduction française du Roland Furieux de 1544, où l'on a donc au début fait on a une mise en place du sens allégorique de chaque chant du Roland Furieux. Et voici ce qu'écrit Jean Desgouttes à la fin. Dessous l'écorce, il y a tant et tant de beaux sens qui avérés pourrait être l'instruction à tout prince et autre de quelconque qualité qu'il soit, que cela est une droite infinité. Et pour ce, humain lecteur, selon tes affections, toi-même, tire-en les sens qui à toi seul seront propres et particuliers. En quoi faisant, tu connaîtras que le divin auteur de ce beau livre n'a pas voulu seulement repaître les oreilles d'une coulante et fluxe volupté d'éloquence, mais y a mis, comme est dit, sous le voile des paroles plaisantes, chose en quoi l'esprit de l'homme se peut merveilleusement délecter. Et il ajoute, l'ayant lu attentivement, tu y prendras goût si merveilleux et qui tant te plaira qu'après l'on en pourra tirer, sinon à peine. Donc je souhaitais que nos élèves soient finalement dans ce même état d'esprit à la fin de l'année.